Bonsoir et bienvenue dans une nouvelle vidéo collection. Ça fait très longtemps qu'on s'est pas fait une petite vidéo full set. On s'était arrêté à l'extension Sanctuaire Ancestral. C'est la dernière extension avant les Ultimates. Donc dans la prochaine vidéo de ce format, on pourra enfin découvrir de belles petites Ultimates. Petit rappel pour ceux qui ne connaissent pas ce format, on est à la conquête du full set où je vous présente chronologiquement toutes les extensions qui sont sorties à Yu-Gi-Oh! Toutes les séries depuis le début, en français, parfois en anglais quand c'est exclusif, en vous montrant toutes les cartes de la série, histoire de vous faire un petit shot de nostalgie, de montrer à tous les joueurs nouveaux quelles cartes on avait à l'époque, etc. Bon, AST, Sanctuaire Ancestral, déjà qu'est-ce qu'il faut savoir? AST, on est en 2004, juin 2004 en français. C'est un booster qui, à l'époque, a pas vraiment changé grand-chose dans la méta. Il y a quelques cartes absolument fantastiques, dont certaines qu'on joue encore aujourd'hui. Mais c'était pas le genre de, voilà, c'était pas le genre d'extension où il y a eu, comme Invasion des Ténèbres, où il y a eu vraiment des quantité de cartes qui ont révolutionné. Là, on est un peu sur autre chose, on est un peu plus sur de la collection, sur des cartes de l'animé. Voilà à quoi ressemblait le booster. Il y a une version première édition, avec le petit première édition ici, une version pas première édition. Ça existe de moins en moins à notre époque. On a surtout que des boosters première édition, les boosters sont plus trop réédités. À l'époque, c'était souvent le cas, et encore même récemment. Ce booster existe aussi en blister, donc dans une petite protection en carton, et évidemment dans une boîte de booster qu'on appelle une display. Je n'ai pas tout ça avec moi, car tout ça se trouve en banque, et j'allais pas aller ouvrir le coffre, je n'ai pas eu le temps, mais en tout cas vous avez des beaux boosters avec le beau Yugi. Bon, on n'est pas là pour parler booster, on est là pour parler cartes. Et alors la toute première carte de cette extension, c'est assez dingo parce que elle est redevenue un peu méta il y a quelques temps, la fin d'Anubis. Cette carte là, qui a toujours été très très nulle, hein, vraiment personne n'a trop joué ça à très haut niveau, et ben là ça a été joué un peu dans Labyrinthe. Je crois que ça a surtout été joué principalement dans Sprite, donc vraiment là très récemment hein, contre Tearlaments. Bon, Tearlaments c'est plus trop dans le format, mais en tout cas c'était pendant ce moment, parce que cette carte là, tous les effets des cartes magie, pièges ou monstres qui désignent comme cible une ou plusieurs cartes dans le cimetière ou qui s'activent dans le cimetière sont annulés. Tearlaments c'était que ça. Pendant ce format on pouvait facilement l'invoquer dans un deck Sprite grâce au numéro 29, le petit cher mannequin. C'est pour ça qu'elle a vu un petit peu de compétition. Et alors là c'est la première édition, je vous ai sorti aussi la non première édition pour vous montrer une petite différence. Allez-y, qui est le premier là à voir la différence? C'est quoi cet attribut là? Je vous montre de plus près. Pourquoi là on a Ténèbres et là on a Oscurita? Il y a un misprint, à l'époque il y avait déjà des misprints, hein. L'attribut de la fin d'Anubis était en italien que pour la première édition, ils s'en sont rendus compte après pour l'autre édition, et ça me permet de vous montrer, pour ceux qui connaissent vraiment pas Yu-Gi-Oh, une carte première édition avait toujours l'œil d'Anubis en doré, alors que quand c'était pas première édition c'était en argenté. Voilà, c'était les petits fun facts. Ensuite, bon, comme dans les sets à l'époque, comme dans toutes les extensions, il y a une série de monstres normaux pas très intéressants, donc on va les passer vite. Gojiga, Gagajigo, voilà, le guerrier de Zera. Alors, Meisei, on va s'en souvenir, le maître des sceaux, c'est une carte rare, 1100-900, on s'en souviendra parce que lui c'est le fils de Jinzo en fait, vous allez comprendre pourquoi, on s'en reparle tout à l'heure. La sphère mystique lumineuse, si je suis obligé de m'arrêter dessus aussi, également, on va s'en reparler beaucoup plus vite, ça pour le coup. Vous allez voir que dans Sanctuaire Ancestral, il y a beaucoup d'elfes, c'est un type qui revient, c'est vraiment le cœur de cette extension. Il y a beaucoup d'elfes et la sphère mystique lumineuse a été longtemps jouée, on va vite voir pourquoi. Insecte blindé, ça n'a vraiment pas marqué l'histoire. Et alors là, on est aux 4 cartes. Au premier archétype en gros de cette extension, on a Saturne, Mercure, Vénus et Mars, des agents. Voilà, la première fois qu'on voyait l'archétype agent. Bon, ils sont pas fous, hein. Je vous laisse mettre sur pause si vous voulez sur chaque. Il y a que celle-là en ultra rare. C'était pas dingo à l'époque. Bon, ça a été joué un peu. Ça a beaucoup été joué plus tard quand il y a eu un peu plus de support pour cet archétype-là. Vénus, c'est la plus importante parce que Vénus, une fois que tu la normes ou tu la spé, tu peux payer 500 points de vie pour sélectionner une sphère mystique lumineuse, hein, le monstre normal dont on vient de parler, de ta main ou de ton deck, en fait l'invocation spéciale. Et ce n'est pas une fois par tour. Donc tu peux payer 1500 et amener tes 3 sphères lumineuses. Bonjour, tu as 4 monstres sur le terrain et Mars qui est en super rare. Ensuite, on a la jeune fille malheureuse. Tant que cette carte reste en position d'attaque face recto sur le terrain, elle n'est pas détruite à l'issue d'un combat. Tu te prends quand même les dommages, mais au moins elle n'est pas détruite. Ça pouvait te permettre de tanker un petit peu dans des drafts. Ça peut être sympa, surtout qu'un monstre qui a combattu cette carte peut plus changer sa position de combat et ne peut plus attaquer cette carte ensuite. Elle se prend un one shot et après il faut invoquer de nouveaux monstres si tu veux la taper elle. Dans une draft ça peut être sympa. Je vais passer certaines cartes hein, mais en gros voilà, là il y a des zombies qui sont assez sympas aussi dans cette extension. Le botteur,
La Dame Vampire, quand même, c'est important de s'arrêter sur la Dame Vampire, qui a aussi été jouée dans les decks zombies, hein, c'est pas trop mal. Meuler un deck, c'était fort. Maintenant, envoyer des cartes au cimetière, il y a des adversaires qui seraient très contents que tu fasses ça, donc c'est plus trop joué. Hein. La statue de pierre des Aztèques, qui est une version améliorée du soldat géant de pierre. Voilà, si tu voulais jouer une carte en défense à 2000 de défense, autant jouer celle-là que le soldat géant de pierre, parce que celle-là, tous les dommages de combat que votre adversaire reçoit lorsqu'il attaque ce monstre sont doublés. Donc si tu la mets en face down et qu'il attaque, tu doubles la différence. C'est quand même mieux qu'un soldat géant de pierre. C'est une super rare. On a le Rocket Jumper, très bien. L'avatar du pot, qui est une de ces cartes qui n'est pas bannie, mais tu ne pourras jamais activer son effet. Voilà, ça peut être joué, c'est pas un monstre normal, mais en tout cas son effet pourra jamais être joué, parce que son effet c'est envoyer un pot de cupidité de ta main dans le cimetière pour piocher 3 cartes. C'est bête, parce que le pot de cupidité étant banni, tu peux pas faire son effet. Maître légendaire du Jujitsu, très fort dans les drafts ça. Un monstre qui combat avec cette carte en position de défense est retourné au-dessus du deck de son propriétaire à la fin de la damage step. Très fort ça. Une petite ultra rare, Gear Golem, forteresse mobile, tu payes 800 points de vie et tu peux attaquer directement les points de vie de ton adversaire. C'est hyper fort, sauf qu'il a que 800 d'attaque, donc c'est hyper naze. Alors là c'est intéressant, on a un petit scorpion, vraiment personne se souvient de cette carte là, ni de celle juste après. Il y en a une des deux, elle est en super rare, hein, perceur à épine, et si vous regardez bien, on est sur exactement le même effet au mot près. C'est lorsque cette carte est détruite à l'issue d'un combat, t'infliges au life point de ton adversaire des dommages. C'est exactement le même effet, c'est assez rare hein, d'avoir deux monstres de noms différents qui ont la même chose, le même effet. Brouilleur sonique, un petit flip pour empêcher les cartes magie jusqu'à la end phase. Ok, là, ça, c'est une ultra rare assez emblématique, très cool dans des drafts. Tu lances une pièce, si c'est 2 fois face, tu pètes une carte sur le terrain. Typiquement emblématique ce genre de carte. Ça, à la limite, ça a changé la méta à l'époque. Zaborg, c'était le premier monarque. C'était le premier monarque, hein. Ouais, il y avait pas Raiza et tout à l'époque. Quand elle est invoquée, tu pètes un monstre sur le terrain, 2400 d'attaque, un seul sacrifice. C'était le début de l'ère des monarques. Zaborg, ça a été joué, Zaborg, très fort. Et en super rare en plus, donc c'était une super rare déjà assez chère. Hein. Luciole atomique, chevalier sirène, tant que Umi reste face recto, elle peut attaquer 2 fois durant la même battle phase, génial, mais tu n'as que 1500 d'attaque, ça ne nous intéresse pas. Armée de Piranha qui avait été réédité dans Gold 1 il me semble. 2000 aiguilles, ok. Le guerrier du disque, si elle attaque un monstre en position de défense avec 2000 ou plus, tu détruis le monstre directement. L'archer obscur de la forêt, pas très intéressant. La Dame Ninja, défausser une carte monstre vent de ta main au cimetière, tu retournes toutes les cartes magie et pièges sur le terrain de ton adversaire dans la main de son propriétaire, ça paraît fort. Bon, sinon il y a un truc qui s'appelle Plumeau de Damarpi, qui est aussi sympathique. Le roi gobelin, j'aime beaucoup cet artwork du roi gobelin. Ah, évidemment, le dragon d'éclat solaire. Beaucoup trop fort cette carte. Elle ne peut pas être attaquée s'il y a un autre monstre pyro sur le terrain. Et à la fin de ton tour, à la phase de ton tour, tu infliges 500 points de vie à ton adversaire. Qu'est-ce qui se passe si t'en as 2? Eh ben, tu peux en attaquer aucune vu qu'il y a 2 monstres pyro. Et en plus, t'infliges 1000 au point de vie de ton adversaire chaque tour. Ah, il y avait des combos pour bloquer ton adversaire avec ça. C'était un délire. Quand t'arrivais à en sortir 2, très fun à jouer ça. Magicien blanc, Pikeru. C'est ultra rare ça, Seigneur ancestral Zerato. Typiquement le genre d'ultra rare, injouable, même à l'époque, hein. Vraiment il n'y a aucune méta qui a joué ce truc. Ou alors je me trompe peut-être, mais il faut qu'il y ait le sanctuaire céleste et tout, c'est compliqué, c'est pas ouf. Zerato, pas ouf. Armure de camouflage optique, seul un monstre de niveau 1 peut être équipé de cette carte. Un monstre équipé de cette carte peut attaquer directement les life points de votre adversaire. Je suis persuadé qu'il y a eu un moment des OTK avec ce truc, en boostant l'attaque d'un niveau 1 ou quoi. Mais ça me fait rire que l'armure de camouflage, ça soit une armure avec une tête de caméléon. Vous l'avez compris, on a eu les monstres normaux, les monstres à effet, maintenant on est dans les magies, on aura les pièges ensuite. Le petit walk mystique, tu sacrifies un monstre sur ton terrain et tu augmentes tes points de vie, soit de son attaque, soit de sa défense. C'est nul, ça c'est joué. C'est joué dans la méta, contrôleur d'ennemis. C'est trop fort en fait, contrôleur d'ennemis. T'as 2 effets, soit tu changes la position de combat d'un monstre de ton adversaire, donc pendant la battle phase, tu le passes en mode défense, soit tu sacrifies un monstre sur ton terrain et tu prends un monstre de ton adversaire jusqu'à la end phase. Trop fort, ça permet de clean des boards, de te protéger, c'est de la magie rapide, tu peux le chaîne, c'est... Contrôleur d'ennemis, c'est tellement versatile, c'est trop fort. Je pense que c'est la meilleure carte du set en vrai. Pour vous donner un ordre d'idée sur le fait que ce set n'est pas extraordinaire, il n'y a pas révolutionné la méta, en plus il a été imprimé vraiment beaucoup. Cette carte-là, c'est quoi, ça doit être une vingtaine d'euros. Je pense que les cartes les plus rares, les plus chères de cette extension, ça doit être la fin d'Anubis. Je crois qu'il y a l'esprit du pharaon qu'on va voir tout à l'heure aussi qui cote un petit peu, mais vraiment on est à moins de 30 euros pour des ultra rares qui ont 20 ans, même en première édition, en Earmint et tout. C'est pas très compliqué de le faire, hein. Vraiment, si vous voulez commencer à faire un full set, commencez par AST, c'est cool, c'est facile, il y a plein de cartes emblématiques, comme par exemple le flot rugissant de destruction. Quand tu as un dragon blanc sur le terrain, tu actives ça, tu pètes tous les monstres sur le terrain de ton adversaire. Bon, aucun dragon blanc ne peut attaquer, mais est-ce que c'est très grave? Non, t'as clean le board de ton adversaire, c'est trop fort, ça c'est une ultra rare, beaucoup trop cool. Le portail de monstre c'est sympa, tu sacrifies un monstre, tu prends les cartes de ton deck jusqu'à avoir un monstre qui puisse être invoqué par invocation normale, et t'en fais l'invocation spéciale. Je crois que c'est banni, ça me paraît très fort, à me confirmer, je suis pas sûr. Amplificateur, on est avec le bon Jinzo, évidemment, c'est pas ouf. Changement d'arme, le fameux sanctuaire céleste, qui
en super rare, les dommages de combat infligés au contrôleur d'un monstre de type fée, qui est en fait de type elfe, à l'issue d'un combat impliquant ce monstre deviennent égaux à 0. Attends, ils avaient vraiment traduit par fée pour fairy, alors qu'ils avaient bien mis elfe ensuite. Oui, ils s'appellent bien elfe tous. Mais à l'époque, ils ont dû traduire cette carte en se disant ah ouais, mais c'est fairy, c'est peut-être pas le même traducteur qui a fait les deux quoi. Allez, super. Ça n'existe pas le type fée. On a tremblement de terre, tous les monstres face recto sont changés en position de défense. Ok. Talisman de neutralisation de pièges. Est-ce que vous vous souvenez? Je vous ai dit au début de la vidéo, on va se souvenir de Meisei, le maître des sceaux, qui est l'enfant de Jinzo presque. Parce que cette carte-là, tu peux l'activer que quand tu contrôles Meisei. Et en gros, les cartes pièges ne peuvent pas être activées. Les effets de cartes pièges face recto sur le terrain sont annulés. C'est une autre façon de faire Jinzo, sauf que Jinzo, il a beaucoup d'attaques. L'autre, il avait combien? 1000, 1002, un truc comme ça. Il faut que tu t'aies lui, plus cette carte magie. Il y a plus de cartes. Elle est technique, hein. C'est pour ça que les gens préféraient Jinzo en général. Voleur gobelin, inflige 500 points de dommage au life point de ton adversaire et augmente les tiens de 500. Bon, pourquoi pas. Retour de flamme, on arrive dans les premiers pièges. C'est pas très intéressant. Je m'arrêterai quand ce sera vraiment un truc cool. Le micro-rayon, lumière du jugement pour le deck elf, talisman de neutralisation de la magie. C'est exactement la même chose que celle qu'on vient de voir avec Meisei, sauf que là, c'est pour qu'il n'y ait plus de carte magie. Voilà, tout simplement. Le mur de lumière révélatrice, c'est une commune qui a été jouée, une commune très très forte parce que tu payes un multiple de 1000 life points et aucun des monstres de ton adversaire avec une attaque égale ou inférieure aux life points que tu as payé ne peuvent attaquer. Donc typiquement tu payes 3000, rien de ton adversaire qui a 3000 au moins d'attaque peut t'attaquer. Et c'est que ton adversaire, hein, toi tu peux attaquer. Ça c'est pas mal. Pour gagner du temps, c'était fort à l'époque. On a le rayon solaire, ok. On continue, on est déjà à la moitié du set, hein. 52 cartes, je crois qu'il y en a dans les 104, un truc comme ça. La lumière attirante, ok. Bouclier drainant, ah ouais. Tu annules l'attaque d'un monstre de ton adversaire et tu augmentes tes points de vie de l'attaque. Voilà, c'est un espèce de cylindre magique, sauf que tu lui infliges pas les dégâts, toi tu t'augmentes tes points de vie. Fracture d'armure, l'activation d'une carte magie d'équipement. On repasse sur des monstres normaux, ça fait 2 fois ça dans un set en général. On recommence avec Gigobit, pas très intéressant. Le Moki Moki par contre, ça c'est emblématique, Moki Moki, qui apparaît dans l'artwork de plein d'autres cartes Moki Moki. Kozaki, pareil, qui apparaît dans des artworks. Je vais un petit peu vite parce que c'est pas ouf hein, ce genre de carte. On est sur des zombies 900-0 les gars, quand même on était en 2004. Esprit du pharaon, je pense que c'est l'ultra rare qui cote le plus. Alors que elle est naze, hein, vraiment, c'est juste pour de la collection. En gros, elle peut être invoquée que avec les effets des sarcophages qu'on verra tout à l'heure. Et quand elle est invoquée par succès comme ça, tu peux invoquer par invocation spéciale jusqu'à 4 monstres normaux de type zombie, de niveau 2 ou moins depuis ton cimetière. C'est technique, c'est très précis, c'est long à arriver, c'est nul, ça n'a jamais été joué et pourtant ça vaut un peu de sous, quelques dizaines d'euros pour les collectionneurs, voilà. Elle est quand même très très belle. Le cauchemar de Thèbes, c'est une rare apparition d'Assoin. Protecteur du sanctuaire, ça c'est pas mal, 1900 de défense. Tant que cette carte reste face recto sur le terrain, votre adversaire ne peut pas piocher de cartes en dehors de sa draw phase. Ça c'est sympa non? Franchement. Tous les pots des désirs, machin, non, protecteur du sanctuaire te l'interdit. Le garde nubien, petite super rare, chasseur d'héritage. Pas ouf. Hein. Désert Tapir, c'est un monstre flip. Le parieur des sables, la Kudatribos m'a toujours fait trop délirer. Si t'en as 3 sur ton terrain, tu en sacrifies 2 pour piocher 3 cartes. À chaque fois, la fin des effets est fort hein, pour piocher 3 cartes, mais il faut que t'en amènes 3 sur le terrain. Faut les tutos, faut les... Oh, non, trop chiant. Le chevalier fantôme du chacal, nouvelle ultra rare, peut faire l'invocation spéciale en position de défense face recto sur votre terrain d'un monstre de ton adversaire, détruit par ce monstre à l'issue de combat. Ça paraît fort, mais il a que 1700, donc pour détruire des monstres adverses, c'est pas fou. Et en plus, il a 5 étoiles. À chaque fois, les effets sont forts, mais la contrepartie est vraiment trop dure. Statue d'éléphant de bénédiction, quand elle est envoyée de ta main au cimetière par l'effet d'une carte contrôlée par ton adversaire, tu augmentes tes life points de 2000 points de vie. Ok. Et celle du désastre, je crois que c'est celle-là qui est jouée contre Dark World, ça peut pas être fort. Hurleur d'esprit, flip, vous pouvez faire l'invocation spéciale d'un monstre normal de niveau 3 au moins depuis ton cimetière. On arrive dans le dernier quart, une petite super rare. Très jolie, mais pas très forte. Le protecteur du tombeau, qui a changé de nom, il me semble, en français. Donc cette carte est face recto sur le terrain. Les monstres détruits à l'issue d'un combat retournent dans le deck de leur propriétaire au lieu d'être envoyés au cimetière. Je connaissais pas cet effet. Mélangez ensuite les decks. Avec 2000 de défense en plus. Oh, ça doit être marrant ça dans une draft. Parce que généralement dans une draft, c'est dur à passer ce genre de truc. Peut être intéressant. Double coston, pourquoi pas, si tu fais l'invocation sacrifice d'un monstre ténèbres, bah tu peux t'en servir comme 2 sacrifices, donc tu peux invoquer des gros monstres ténèbres. La momie régénérante, l'agresseur nocturne, qui est la version un peu évoluée de l'insecte mangeur d'hommes. C'est un flip qui détruit un monstre sur le terrain, mais en plus, quand elle est envoyée de ta main au cimetière, tu peux reprendre dans ta main un monstre flip. C'est anecdotique, mais du coup ça la rend peut-être un petit peu meilleure. En plus, c'est démon ténèbres, c'est peut-être mieux que ça doit être quoi, insecte terre, l'insecte mangeur d'hommes, c'est quand même mieux. L'homme trop, dont on a parlé dans la vidéo sur l'archétype Ojama. Évidemment, sacrifie un monstre normal sur ton terrain pour infliger 800 points de dommage au life point de ton adversaire
Qu'est-ce que c'est naze? Roi des Marais, bien sûr Roi des Marais, qui est encore un peu joué, hein. Peut-être pas méta, mais voilà, c'est encore joué à notre époque, c'est trop fort. Tu peux la défausser pour aller chercher polymérisation, tu peux la substituer à un matériel de fusion. Roi des Marais, c'était qu'une rare à l'époque, qui pour la première fois dans AST. Émissaire de l'Oasis, est-ce que ça a changé la méta? Regardez à quelle vitesse je passe cette carte, ça devrait vous donner la réponse. Ouragan particulier, défausser une carte de ta main, détruisez tous les monstres invoqués par invocation spéciale sur le terrain. Ça me paraît très fort, non? Dans une méta où on a que des monstres invoqués spécialement. Bon, vous me direz, il y a Reigeki, certes, c'est une seule carte. Et c'est pas que les monstres spéciaux, d'accord, il y a Orage foudroyant, ok, il y a Trou noir, machin. Mais là, t'es content de pouvoir défausser, non? Genre dans Dark World, ça peut être pas mal, non? Je sais pas. Dites-moi en commentaire. Chargez! C'est nul. Épée du dévoreur d'âme, il y a pas beaucoup de cartes d'équipement dans cette extension. La barrière de poussière, revirement d'âme, renvoyer un monstre à effet flip de votre cimetière au-dessus de votre deck. La magie économique, attention, tu n'as pas besoin de payer de life points pour activer une carte magie. Ça peut te permettre, tu la joues, ton cyclone cosmique ensuite, il te coûte pas 1000. Est-ce que c'est fort, non? Faveur du Nil. À chaque fois qu'une ou plusieurs cartes sont défaussées de votre main au cimetière par l'effet d'une carte contrôlée par votre adversaire, tu augmentes tes life points. 2000 points, c'est une magie continue. Le bon set, évidemment. Et quand tu en as 3 sur le terrain, tu peux piocher 3 cartes et tu détruis ensuite toutes tes cartes 7. Quand elle est envoyée du terrain au cimetière, tu augmentes tes life points de 700 points. C'est pas mal en vrai. Dans un deck Exodia, pourquoi pas, non? Limite de niveau, zone B, ça par contre ça a été fort. C'est fort dans les drafts aussi. Tous ceux qui savent pas ce qu'est une draft, je vous invite à aller découvrir la chaîne de Zulu qui a créé un cube de draft et c'est hyper cool. Tu as 200 cartes, tu les pioches au hasard, ça te fait un deck un peu aléatoire, tu choisis un peu, tu crées ton deck à chaque nouvelle partie. Donc c'est plein de cartes comme ça qui combattent pas forcément entre elles, qui sont juste, qui ont un effet cool en elles-mêmes, quoi. Y a pas besoin de faire un archétype entier. Tous les monstres de niveau 4 ou plus face recto sur le terrain sont changés en position de défense. Deuxième carte qu'on avait vu dans l'archétype Ojama, très cool, non? La loi de la normale, avec le petit Moki Moki. Attaque de magie noire, c'est comme celle qu'on a vu plus tôt, avec le dragon blanc aux yeux bleus, sauf que là, bah, c'est le magicien sombre. Quand t'as magicien sombre, tu joues ça et tu détruis cette fois-ci toutes les cartes magie piège sur le terrain, pas les cartes monstres. Agresseur delta, 1000 énergie, tout ça c'est pas ouf, c'est des cartes rares mais pas ouf, donc on les passe. Ah, on arrive au sarcophage. Donc troisième sarcophage, deuxième sarcophage, premier sarcophage. Ces deux-là ont le même effet. Cette carte ne peut être placée sur le terrain que par l'effet du premier sarcophage. Le premier sarcophage, en gros, je vous le résume, une fois par tour, tu vas chercher une des autres sarcophages, tu la joues, et une fois que t'as les 3, tu peux invoquer le monstre qu'on a vu tout à l'heure. Qu'est-ce que c'est lent, qu'est-ce que c'est pas intéressant. On arrive sur la dernière lignée avec les dernières cartes pièges. Le gong du destin, non. Jugement du désert, non. Tactique de la marée humaine, oui, mais uniquement parce que c'est rempli de Moki Moki et que c'est trop cute. La malédiction d'Anubis. Tous les monstres à effet face recto sur le terrain sont changés en position de défense. Durant ce tour, la défense d'origine de ces monstres à effet devient 0. Ça permettait de clean peut-être des boards. Soleil du désert, ok. Contre-coup mortel, petite super rare. Détruit tous les monstres qui infligent des dommages de combat aux life points d'un joueur. Peut être pas mal ça aussi. Labyrinthe du cauchemar. La résurrection de l'âme, je vous laisse mettre sur pause à chaque fois si vous voulez les découvrir évidemment, l'ordre de destruction et enfin, une carte que j'ai ouverte en vidéo. Si je la retrouve, je vous mets l'extrait. Ah yes, un autre agression nocturne et... Mais putain, elle est trop belle! Débile Mazera. C'est beau, c'est beau, c'est beau quoi. Mais elle est en parfait état et tout. Bah oui, elle est neuve, c'est normal. Il vient de l'ouvrir. Le fameux Débile Mazera, je crois que c'est elle d'ailleurs que j'ai ouvert. Débile Mazera, malheureusement, c'est pas du tout aussi fort que la fin d'Anubis. Cette carte ne peut ni être invoquée par invocation normale, ni être posée. C'est le genre de carte où il y a des invocations... C'est que en invocation spéciale, mais hyper complexe. Tu peux l'invoquer spécialement en sacrifiant un guerrier de Zera face recto sur ton terrain. Et uniquement si tu as Pandémonium aussi qui est face recto sur ton terrain. Déjà, c'est hyper complexe. Tu te dis, bon, le contre-coup est malade, ça doit être un truc de fou. Bon, il a que 2800. Et sinon, ton adversaire défausse au hasard 3 cartes de sa main. Oui, bon, c'est fort, mais va avoir guerrier de Zera, va avoir Pandémonium. C'est dommage. Messieurs, dames, on a vu toutes les cartes de Sanctuaire Ancestral. Et j'ai hâte qu'on se retrouve pour la prochaine vidéo qui est Âme du Dueliste. SOD, la première extension où on a découvert les cartes Ultimate rares. Ça va être un banger, c'est un délire, c'est parmi mes Ultimate préférés. Vous verrez, il y a quelques cartes emblématiques, il y a des cartes magnifiques, il y a des cartes qui valent un peu de sous en plus contrairement à celle-ci. Ça va être hyper intéressant. J'essaye de vous la sortir avec un espacement un peu plus court que là, les deux dernières, c'est promis. Allez, à bientôt, merci d'avoir regardé cette vidéo. Vive la collection, vive Yu-Gi-Oh! Et vive la France. C'est tout pour moi.